Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons explorer comment la relativité restreinte s'applique à l'échelle de l'atome et si la relativité générale joue un rôle également. Rappelons que la relativité restreinte traite des effets à grande vitesse, proche de celle de la lumière, tandis que la générale concerne la gravité, interprétée comme une courbure de l'espace-temps s'appliquant surtout à grande échelle. À l'échelle microscopique, ces effets sont invisibles à nos sens, mais ils sont bien établis scientifiquement et présents dans notre quotidien. Alors pourquoi la relativité intervient-elle dans l'atome ? Dans ma vidéo « Pourquoi l'électron ne s'effondre pas sur le noyau ?», j'explique que les électrons dans un atome ne sont pas de minuscules particules tournant comme des planètes autour du noyau, ils se comportent aussi comme des ondes, selon l'idée proposée par De Broglie et développée par Schrödinger avec son équation d'onde. Pauli a ajouté le principe d'exclusion qui organise les électrons en couches, et Heisenberg, avec son principe d'indétermination, a montré que l'on ne peut pas connaître leur position et quantité de mouvement ou impulsion en même temps. Born a expliqué que la fonction d'onde décrit la probabilité de présence et non pas une onde matérielle. Et enfin Dirac a amélioré tout ça en tenant compte de la relativité, ce qui explique mieux la stabilité atomique. En mécanique quantique, un électron n'a pas vraiment de trajectoire. Il est décrit par une onde de probabilité, une sorte de nuage qui indique où il a le plus de chances de se trouver. Dans ce nuage, la position exacte de l'électron n'est jamais définie, mais on peut décrire statistiquement son énergie cinétique moyenne. Cette énergie vient du fait que plus l'électron est confiné près du noyau, plus l'incertitude sur sa quantité de mouvement est grande. C'est cet équilibre entre l'attraction du noyau et l'énergie cinétique quantique qui stabilise l'atome, ce qui empêche l'électron de s'effondrer sur le noyau. On ne peut pas parler de vitesse concernant l'électron, mais plutôt de distribution d'énergie et une présence diffuse dans tout son nuage probabiliste. Dans les atomes légers, comme l'hydrogène, les électrons ont une énergie cinétique faible par rapport à ce qu'elle serait si leur distribution d'énergie approchait celle de la lumière, donc la physique classique reste une bonne approximation. Mais dans les atomes plus lourds, comme l'or ou le plomb, les électrons les plus proches du noyau sont beaucoup plus confinés. Leur énergie cinétique moyenne atteint des valeurs relativistes de 20 à 80% de la vitesse de la lumière. Il faut alors prendre en compte les effets de la relativité restreinte pour décrire correctement leur comportement. C'est justement ce qu'a fait Dirac en combinant la mécanique quantique et la relativité dans une seule équation. Cette équation décrit les électrons dans ces conditions extrêmes et prédit même l'existence de l'antimatière. Avant Dirac, il y avait deux grandes théories, la mécanique quantique de Schrödinger, qui décrit le comportement des électrons, et la relativité restreinte d'Einstein, qui explique les phénomènes à grande vitesse. Le problème, c'est que l'équation de Schrödinger ne prend pas en compte les effets de la relativité restreinte, bien qu'il ait proposé des équations, comme l'équation de Klein-Gordon, pour les effets relativistes, mais elles sont moins pratiques et surtout ont été dépassées par l'équation de Dirac. Toutefois, cette version non relativiste de son équation fonctionne très bien pour les énergies faibles, mais elle s'effondre dans les conditions relativistes proches de la vitesse de la lumière. Dirac a voulu réunir ces deux mondes en une seule équation cohérente capable de décrire les électrons à très haute énergie cinétique. Son équation décrit comment un électron, soumis à la fois aux lois quantiques et à la relativité, se comporte dans l'espace et le temps. En faisant ça, Dirac est tombé sur une prédiction inattendue. Pour chaque particule, il devrait exister une version symétrique, une particule d'antimatière. Et il avait raison. Quelques années plus tard, on a effectivement découvert le positron, l'anti-électron. Deuxième point, la relativité restreinte et les électrons. La relativité restreinte devient importante pour les électrons ayant une énergie cinétique très élevée, un principe illustré par la théorie d'Einstein qui stipule que les objets se déplaçant à des vitesses proches de celles de la lumière voient leur énergie effective augmenter et le temps ou les distances se modifier, s'appliquant ainsi aux électrons lorsque leur distribution d'énergie atteint des valeurs relativistes équivalentes à ces hautes vitesses. Pour les électrons dans les atomes lourds, les effets relativistes deviennent vraiment visibles. Les orbitales internes, comme les orbitales s et p, se contractent
car une haute énergie cinétique concentre leur densité près du noyau. Dans l'or, les électrons internes des orbitales se contractent d'environ 23% car leur énergie devient très élevée près du noyau lourd. Cette contraction modifie la manière dont ces électrons absorbent et réfléchissent la lumière. Ils absorbent plus de lumière bleue, laissant les teintes jaunes et dorées dominer, alors que l'argent, avec des effets relativistes moins marqués, reflète une lumière plus neutre et apparaît de couleur grise. Cette contraction stabilise les électrons internes, mais elle repousse légèrement les électrons externes, surtout dans les orbitales D et F. Résultat, les atomes lourds peuvent devenir plus inertes et leurs liaisons chimiques sont modifiées. Ces effets sont si importants que la table périodique classique ne décrit plus parfaitement leur comportement. Pour modéliser tout ça correctement, les physiciens utilisent l'équation de Dirac, la version relativiste de la mécanique quantique. Elle prend en compte le spin de l'électron et permet de prédire les spectres lumineux avec précision. Sans cette équation, les calculs d'énergie des électrons dans les atomes lourds seraient erronés d'environ 10 à 20%. En résumé, pour les électrons, la relativité restreinte est essentielle dans les atomes massifs, influençant leur énergie, leur position et les propriétés observables comme la couleur ou la réactivité. Troisième point, la relativité restreinte et le noyau. Le noyau d'un atome est très dense et très stable et il est composé de protons et de neutrons, eux-mêmes faits de quarks. Les effets relativistes y sont présents, mais ils diffèrent de ceux que l'on observe pour les électrons. À l'intérieur des noyaux lourds, les quarks ont une énergie cinétique très élevée, suffisante pour que les effets relativistes deviennent significatifs. La théorie qui décrit leur interaction, la chromodynamique quantique, tient compte de ces effets. Elle explique comment les quarks et les gluons, les particules les plus fondamentales, restent liés à l'intérieur des protons et des neutrons grâce à la force forte qui maintient ensemble le noyau des atomes. Cela influence la masse et l'énergie de liaison du noyau, mais ces corrections restent surtout internes au noyau et n'ont qu'un effet indirect sur l'atome dans son ensemble. Le noyau attire les électrons grâce à son champ électrique, mais comme les électrons ont une quantité de mouvement très élevée dans ces noyaux lourds, comme on l'a vu de 20 à 80% de la vitesse de la lumière, des effets relativistes modifient légèrement cette attraction. Il n'y a pas d'effet spectaculaire comme la dilatation du temps pour le noyau, car il est presque immobile comparé aux électrons. Quatrième point, la relativité générale dans l'atome. Cette théorie, vérifiée de nombreuses fois, décrit la gravité comme une courbure de l'espace-temps. Mais à l'échelle atomique, ces effets sont négligeables, 1 milliard de fois plus faibles que les forces électromagnétiques. La masse d'un atome est bien trop faible pour courber l'espace de façon mesurable et les forces gravitationnelles entre le noyau et les électrons sont infinitésimales comparées aux forces électriques. On parle d'un rapport de 10 puissance 40. En pratique, cela n'a donc aucun effet sur les orbitales électroniques ni sur la structure nucléaire. Du côté théorique, les physiciens essayent de réconcilier la relativité générale et la mécanique quantique, par exemple dans la gravité quantique, mais cela n'affecte pas les atomes dans la vie quotidienne. Près d'un trou noir, par contre, les atomes seraient déformés par la gravité intense. En clair, la relativité générale n'a aucun impact notable au sein d'un atome, elle concerne plutôt les masses énormes et les échelles cosmiques. En conclusion, la relativité restreinte joue un rôle clé dans l'atome, surtout pour les électrons des éléments lourds. Elle modifie la forme des orbitales et l'énergie des électrons, ce qui a un impact direct sur certaines propriétés chimiques. Cela change un peu la manière dont les électrons sont organisés autour du noyau. Certains atomes lourds se lient moins facilement avec d'autres atomes, malgré leur place dans le tableau périodique. Le type de liaison qu'ils forment peut être plus faible ou plus forte selon la réorganisation des électrons. Ces effets influencent aussi les couleurs et les propriétés physiques. Par exemple, dans le cas du mercure, les électrons externes sont affectés par ces effets relativistes, ce qui affaiblit les liaisons entre les atomes et explique pourquoi ils restent liquides à des températures ambiantes, contrairement à d'autres métaux voisins qui sont solides. Ces prédictions ne sont pas que théoriques, elles sont vérifiées expérimentalement. Les accélérateurs de particules,
permettent de reproduire et de mesurer les comportements des électrons et des quarks à des énergies très élevées, confirmant les modèles relativistes et quantiques. En résumé, la relativité restreinte influence réellement la chimie, les spectres atomiques et la physique expérimentale, et elle est indispensable pour comprendre les atomes lourds et les particules fondamentales.